Après Efoulan dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé, il y a un peu plus de 24 heures, c'est au tour du quartier Tinga de vivre une scène horrible. Les conducteurs de moto ont visiblement attaqué tout à l'heure un agent de la police municipale, le laissant ainsi sous la mort. Nos équipes sont... Ce 23 janvier 2025 est la journée internationale des câlins. Ce geste de sympathie... Même lorsque vous voyez encore que... dont les bras représentent aujourd'hui une attention particulière et même appréciée de tous. La symbolique de ces câlins vous sera, en tout cas j'ai failli dire, vous sera présentée dans cette session consacrée à l'information, mesdames et messieurs. Voilà pour ce qui constitue la vitrine du 19-30. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bonsoir. Ouvrons cette session consacrée au journal avec la politique. En se posant une question fondamentale, Paul Biya, l'actuel président de la République, est-il déjà en campagne alors que nous sommes exactement à 7 mois des élections présidentielles prévues au Cameroun? En tout cas, officiellement, c'est pour le mois d'octobre 2025. La question se pose dans un contexte où sur les pancartes et même les plaques publicitaires des grandes métropoles, précisément dans la ville de Yaoundé, capitale politique, quelques images de l'homme du renouveau sont présentées. Pourtant, le corps électoral jusqu'ici n'est pas encore convoqué. La réalité, il se fait 2 semaines avant le scrutin. Nous nous sommes approchés en tout cas de certains spécialistes en matière de communication politique qui ont accepté de s'exprimer. Dans ce reportage signé JDF, Jordan Doussofo-Mekong. Sur les chantiers des grandes opportunités, les Camerounais qui circulent dans la ville de Yaoundé peuvent apercevoir ce message sur cette affiche visible au centre-ville ce 21 janvier 2025. Pour beaucoup, l'actuel président de la République est déjà en campagne pour l'élection présidentielle. L'accentuation ou l'évolution de cet affichage peut être interprétée par la théorie de la persuasion qui nous donne une double lecture de la situation. Premièrement, on peut avoir une lecture dans président Paul Biya voulant marquer les esprits des populations camerounaises comme cet homme qui aura œuvré pour le Cameroun, qui aura contribué au développement du Cameroun, dans l'option où il décide de ne pas se présenter, mais dans la posture où il décide de se présenter, cela peut être compris dans cette persuasion à partir du principe de la primauté qui voudrait que les individus retiennent les premières informations qui leur sont données, alors en commençant à présenter des messages publicitaires de valorisation de ces actions maintenant, il aura donc le mérite d'impacter. Une persuasion qui passe mal pour cet autre observateur qui précise les modalités légales qui encadrent la campagne électorale. Il est clair que le président sortant tente de maintenir une présence médiatique et de garder l'attention de l'opinion publique. Les autres hommes politiques camerounais, dont certains ont déjà déclaré leur candidature pour la prochaine élection présidentielle dans le pays, n'ont pas d'affiche dans les différentes artères de la capitale politique. Sur celle du président de la République, dont la candidature à la présidentielle n'est pas encore confirmée ni infirmée, on vante les projets déjà réalisés sans parler de politique. Le politologue Brice Tizé analyse ces images en allant plus loin. Le code électoral est censé garantir une égalité entre les différents candidats. Mais le président sortant va donc mobiliser, c'est ce qui se passe, il mobilise les ressources à sa disposition pour maintenir sa présence médiatique qui peut être perçue comme une tentative de manipulation de l'opinion publique. Bref, cette situation peut être analysée comme une stratégie de communication politique qui vise à maintenir l'influence et le pouvoir du président sortant, mais va également à l'encontre de la loi électorale et des principes d'égalité prévus par la démocratie. Pendant ce temps, sur le terrain, nombreux sont les Camerounais qui restent indifférents face à ces affiches visibles à plusieurs endroits stratégiques de la capitale politique de notre pays. Pendant que celui-ci se fait en tout cas voir
sur des affiches publicitaires et même des plaques publicitaires de la capitale politique, les citoyens de l'autre côté meurent. Nous sommes dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé. Un agent de la police municipale appartenant à cette municipalité a trouvé la mort cet après-midi. Quelques coups de bâton violents, en tout cas orchestrés par les conducteurs de mototaxi, ont été visibles ce jour. Après l'altercation qui a eu lieu, c'était dans le 3e arrondissement, ici, au lieu dit 3 statues, où un conducteur de moto s'est mis à nu. Il s'est déshabillé en vue de revendiquer sa moto. La police municipale qui use certainement des stratégies peu appréciées par l'ensemble de ses conducteurs. Que se passe-t-il? C'est une question qui se pose dans un contexte pourtant où la politique semble parler de lui-même ou d'elle-même. Évocation, jouer la Kumba. Les images sont choquantes. La guerre serait-elle donc définitivement déclarée entre les conducteurs de moto et les agents de la police municipale de Yaoundé? La scène se déroule au quartier Tinga, précisément au carrefour de ce célèbre quartier du 2e arrondissement de la cité capitale. Un individu présenté comme étant un agent de la police municipale est pris à partie par des hommes identifiés comme des conducteurs de moto. Ces derniers, armés de gourdins, assènent des coups à leur adversaire qui va tomber, puis visiblement suffoqué. Malgré la scène surréaliste, les agresseurs prennent la fuite sous le regard des populations. Le motif évoqué ici est que l'agent de la police municipale aurait tenté d'arracher la moto d'un bensikineur. Serait-ce là une réponse à la scène scandaleuse vécue il y a quelques heures dans le 3e arrondissement, précisément au quartier Foulane, où un conducteur de moto en tenue d'Adam et Ève réclamait énergiquement sa moto à un agent de la police municipale, alors que le maire de la ville a lancé depuis quelques jours maintenant une vaste campagne des casses, des petits commerces, des pauvres débrouillards à Yaoundé. L'on est tenté de se demander à quand une sortie de Luc Messia Tangana pour rassurer les Yaoundéens quant aux mesures sécuritaires prises pour les protéger. Quoi qu'il en soit, le mariage, police municipale et conducteurs de moto risque de faire encore bien de victimes. Pendant que les Camerounais trouvent la mort, comme dans ces circonstances présentées dans le cadre de ce reportage signé Joël Akumba, faisons allusion cette fois-ci à ces ministres de la République qui se sont inscrits dans les rangs des véritables danseurs, des gesticulateurs administratifs, des menteurs politiques. Le cas est de Célestine Ketia-Courtès, ministre de l'Habitat et même du Développement urbain, qui avait promis dans l'un de ses discours circonstanciels à l'ensemble des Camerounais la venue d'un tramway. C'était dans la capitale économique Douala. Un tramway qui pourtant a besoin de consommer de l'énergie électrique. Est-il possible dans un contexte où les Camerounais font davantage face à des délestages, mais alors de l'insalubrité notoire? Parlons cette fois-ci de la qualité infrastructurelle routière sur laquelle a besoin de rouler ce tramway. Une gesticulation de plus, un mensonge de trop. Présenté David Etamé. Le Cameroun, à l'instar de nombreux pays africains, connaît une habitude récurrente, celle des annonces de projets ambitieux, souvent portés par des ministres dans des discours officiels. Ces projets censés être des leviers majeurs de développement donnent souvent un grand espoir à la population. Cependant, nombre d'entre eux restent soit partiellement réalisés, soit tout simplement oubliés avec le temps. De nombreux projets pour notre pays n'ont jusqu'ici été construits que dans l'imagination des populations qui se demandent à quand l'amélioration de leurs conditions de vie. Dans le chapelet des promesses gouvernementales figurent depuis de nombreuses années des projets de réhabilitation et de construction des routes nationales, notamment dans les zones rurales et des régions du Nord et de l'Est, souvent laissés pour compte en matière d'infrastructures. Des annonces de grands travaux, en particulier la modernisation des routes reliant Yaoundé et Douala, mais aussi les axes transfrontaliers, ont été faites par différents ministres, notamment le ministre des Travaux publics. Toutefois, ces projets ont souvent été retardés, voire annulés, laissant les populations confrontées à des conditions de transport déplorables. Dans de nombreuses régions, les routes promises restent en piteux état et les travaux entrepris sont souvent marqués par des lenteurs et des suspensions inexplicables. L'industrie du cacao, secteur stratégique pour l'économie camerounaise, a également été au cœur de nombreuses annonces ministérielles. Plusieurs ministres ont fait état de projets d'industrialisation de la filière cacao visant à transformer localement les fèves pour augmenter la valeur ajoutée et créer des emplois. Pourtant, à l'heure actuelle, la transformation locale reste encore faible et le Cameroun demeure un simple exportateur de fèves de cacao. Le projet de
modernisation des usines de transformation, pourtant promis à plusieurs reprises par le ministère du Commerce et celui de l'Agriculture, n'ont pas été mises en œuvre comme prévu, laissant la filière comme dans une situation de sous-exploitation. La situation de l'électrification rurale n'est pas en reste. L'un des projets les plus ambitieux de ces dernières années concerne l'électrification des zones rurales, souvent privées d'accès à l'électricité à travers l'utilisation de l'énergie solaire. Le ministère de l'Énergie a annoncé des initiatives visant à installer des panneaux solaires dans les villages isolés pour améliorer la qualité de vie et soutenir le développement économique local. Bien que quelques projets pilotes aient été lancés, la couverture reste insuffisante et bien loin des objectifs fixés. Le plan quinquennal pour l'industrialisation du Cameroun annoncé à plusieurs reprises par le ministère de l'Industrie visait à diversifier l'économie, réduire la dépendance aux matières premières et favoriser l'implantation d'industries dans des secteurs tels que la transformation alimentaire, les matériaux de construction et les technologies. Cependant, de nombreuses initiatives sont restées au stade de projets d'études et ont été abandonnées en raison des difficultés financières, d'un manque de coordination ou d'un environnement d'affaires difficile. Les raisons des échecs de ces projets sont multiples et trouvent leur cause dans le manque de financement. Bien que des fonds aient été alloués, la gestion des ressources reste un défi majeur. Le manque de suivi et la mauvaise gestion financière entravent souvent la mise en œuvre des projets. Le problème de lourdeur administrative, la bureaucratie, la corruption endémique à laquelle fait face notre pays, le détournement des fonds destinés à ces projets sont souvent évoqués comme cause principale de l'échec de la plupart des initiatives. Les Camerounais, quant à eux, attendent de leurs dirigeants qu'ils passent des discours aux actes pour améliorer leurs conditions de vie. Est-ce que cela est possible quand on sait qu'il y a tout un ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, qui dans un discours circonstanciel, on se souvient en juin 2024, qui avait rassuré les populations que pour l'année 2025, le réseau interconnecté Sud ne devrait plus avoir de problème. Le savez-vous? Dans la région du Sud, vallée d'une Thème, il y a exactement une semaine, les populations se plaignent de ces délestages abusifs. Parlons d'autre chose à présent. Parle de notre visage emblématique qui, lui, pourtant, ne fait pas preuve de soupçon. René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, qui a rassuré les journalistes et même les directeurs de publication d'une enveloppe budgétaire estimée à 140 millions de francs CFA destinée à l'écosystème médiatique. C'est une enveloppe méprisable et même méprisée quand on sait qu'au Sénégal voisin, on estime cette enveloppe à un peu plus de 6 milliards. Pourtant, comparativement, la démographie n'est pas la même. Que se passe-t-il concrètement? De ce côté, les journalistes pensent qu'il y a malversation financière. Son secrétaire général, Félix Zogo, qui lui est destiné à la répartition de cette enveloppe aux journalistes, ne l'a véritablement pas fait. Évocation, les journalistes ont mené leur enquête. JCF, Jean-Claude Fouda nous en dit plus dans cette analyse. 51 entreprises officielles de presse pour 140 millions de francs CFA et de lourds soupçons de détournement. C'est ce qui ressort de l'enveloppe 2024 de l'aide publique à la presse privée au Cameroun, dont la distribution aux allures des têtes chercheuses est en cours en ce moment. Des répartitions qui cependant suscitent la colère des bénéficiaires qui n'y comprennent rien ou pas grand-chose sur les critères adoptés. En effet, les patrons de presse privée dénoncent des versements anormalement bas et inéquitables. Tenez par exemple, comment comprendre que sur les 140 millions de francs CFA, certains reçoivent 500 000 francs CFA, pendant que d'autres se retrouvent avec 700 000, 800 000, 1 million et 1 200 000 francs CFA au maximum. Des montants jugés dérisoires pour les 51 presses sélectionnées sur les 760 médias que compte le Cameroun. Selon la cartographie présentée le 16 janvier 2025 à Yaoundé par le Conseil national de la communication CNC, dont 95 chaînes de télévision, 139 stations de radio commerciales, 169 stations de radio communautaire, 232 publications imprimées, 72 plateformes de médias en ligne et 65 câbles opérateurs. Sur la destination réelle de ces fonds, le doigt accusateur est pointé en direction du secrétaire général du ministère de la Communication, Félix Zogo. Les directeurs de publication l'accusent de tripatouillage avec la complicité d'autres cadres du ministère. Une aide qui, faut-il le souligner, est de 500 millions au Gabon et de 4 milliards au Sénégal. Ce scandale éclate dans un contexte préélectoral tendu et pour en avoir le cœur net, les professionnels des médias recoupent les sommes perçues afin de rétablir la vérité. Certainement, une affaire à suivre, surtout qu'il s'agit de la presse camerounaise. Quittons cette fois-ci l'écosystème
j'ai failli dire médiatique, pour parler de l'écosystème éducationnel dans notre pays. Il y a quand même une réalité qui interroge la quiétude des populations yaoundéennes, c'est qu'au lycée bilingue de Coleton, son proviseur a été relevé de ses fonctions. Dans la note rendue publique par le ministre en charge des enseignements secondaires, aucun motif n'y est. Qu'est-ce qu'on reproche à ce leader d'établissement qui pourtant a œuvré pour éradiquer, j'ai envie de dire, les mauvais élèves, entre parenthèses, dans cet établissement? Rendu sur les lieux, personne ne veut réellement s'exprimer sur la question. David Zo, compte rendu. La nouvelle de la curieuse mise à l'écart de Mohamedou Kingi Awa, proviseur du lycée d'Nkoleton, dans le premier arrondissement de Yaoundé, fait grand bruit dans les réseaux sociaux. En poste depuis de nombreuses années, Madame le proviseur a récemment encouragé ses élèves à redoubler l'effort pour le deuxième trimestre en cours, qualifié de décisif pour leur réussite scolaire. Elle est cueillie en pleine année scolaire, certainement pour la gestion jugée calamiteuse de ce lycée populaire et populeux de la ville de Yaoundé. Pendant son magistère, la désormais ex-proviseur n'a pas réussi à gérer quelques crises disciplinaires au sein de son établissement scolaire. En janvier 2020, Mohamedou Kingi Awa manque le coach dans la crise survenue suite à la mort de Cabrel Le Kenfak, élève en classe de seconde C1. La même année, 2 de ses élèves sont pris en possession d'un important stock de cannabis. La réputation de cet établissement scolaire va se détériorer au fil des années. Le 25 février 2021, une quarantaine de ses élèves sont interpellés puis déférés à la prison centrale de Yaoundé pour agression et consommation de drogue. Depuis ce lundi 20 janvier 2025, la direction du lycée bilingue d'Nkoleton est confiée à Jean-Joël Olinga, ancien proviseur du lycée de Dibang dans le Nyong et Kélé, région du centre Cameroun. Que celui-ci fera également l'affaire. Cette fois-ci, vous l'aurez constaté, les problèmes systémiques demeurent au Cameroun et ce certainement jusqu'en octobre 2025. En attendant, les populations n'ont qu'une seule chose à faire, certainement se faire des câlins. Pourquoi il faut embrasser votre altère et pourquoi votre altère devrait vous embrasser? C'est une double interrogation qui intervient dans un contexte où le monde entier célèbre la journée internationale consacrée au câlin. Qu'est-ce que ça veut même dire? À quoi est-ce que cela stipule? Qu'est-ce que ça symbolise? Reportage aussi de Fallon Moufoui. Câlin, ce terme utilisé pour exprimer sa sincérité, son amour ou son amitié remonte au Moyen-Âge. De nos jours, c'est le geste le plus courant dans notre quotidien. Lorsqu'une personne vous fait un câlin surprise, cela montre qu'elle est prête à vous protéger. Pour d'autres, faire un câlin à une personne, en la regardant droit dans les yeux, montre à quel point le lien est profond. Dans le contexte africain, le câlin aujourd'hui relève d'une grande importance, même si leur pratique varie en fonction des personnes. En famille, les câlins enseignent leur contact physique qui crée des liens solides. Dans les communautés, c'est un rituel qui renforce les liens sociaux. En amour, de nombreux couples intègrent des câlins pour renforcer davantage leurs liens émotionnels. Les câlins, aussi simples qu'ils sont, ont des effets bénéfiques sur la santé. 7 minutes de câlin par jour permet de se sentir heureux. Des enfants qui ont des parents qui s'embrassent régulièrement grandissent plus vite. Les câlins peuvent réduire le stress, améliorer le système immunitaire et rendre tout simplement joyeux. Lorsqu'une personne est éprouvée d'une manière ou d'une autre, un câlin suffit à redonner de l'espoir et un sentiment de soulagement face à une situation heureuse ou non. Les câlins, on peut en faire à tout moment et à qui on veut, car, tout comme le sourire, les câlins témoignent de la plus grande affection. Alors, ne vous en privez pas, que ce soit pour en donner ou pour en recevoir. C'est le 29 mars 1986 que le révérend Kevin Zaborné eut l'idée de la première journée des câlins. Qui visiblement vise à promouvoir le contact physique. Mais comment est-ce que les Camerounais ont accueilli la célébration de cette journée internationale? Pour comprendre cette question, nous avons pensé au sein de la rédaction centrale. Il fallait déployer une équipe importante afin de prendre l'avis tour à tour de ces Camerounais qui ont accepté sur la question de s'exprimer. Ils sont au micro de Marc Tampi. Merci et bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Il m'arrive chaque fois de faire les câlins, que ce soit à mon mari, à mes enfants, à ma famille, presque à des amis. Oui, il m'arrive toujours de le faire. Bon, pour moi, quand peut-être une personne me fait un câlin,
Pour moi, je trouve ça vraiment très très symbolique parce que le câlin pour moi apporte beaucoup de, je vais dire peut-être beaucoup de chance quoi. Quand je dis chance, dans le contexte où quand peut-être quelqu'un me fait un câlin, bon moi je trouve ça. Moi, la journée se passe bien. Peut-être s'il m'a fait un câlin, peut-être même le matin. La journée se passe bien, tout se passe bien. Bon, pour moi, c'est en quelque sorte ce que je retrouve. Bon, quand moi également, je fais le câlin à une tierce personne ou à un ami ou à mon mari ou aux enfants, pour moi, je trouve que le câlin, normalement, on devait faire le câlin chaque jour même de sa vie. Donc, c'est ça. Oui, bonjour. Oui, ça m'arrive souvent. Pour moi, les câlins m'arrivent dans un contexte familial, amical ou bien fraternel. Donc, quelle que soit la circonstance des choses. Bon, pour moi, le câlin a plusieurs significations. En cadre familial, pour moi, c'est un signe d'affection et de considération de mon frère, de ma soeur, mon oncle, ma tante, y compris tous les autres. Mais maintenant, en monde amical, je me dis, cet ami me considère. Peut-être ça fait un bail qu'on ne se voyait pas, il est content de me revoir. Parce qu'on fait le câlin à celui qu'on considère. Pour moi, c'est moi ça. Parce qu'on ne peut pas câliner une personne qu'on ne considère pas. Ça peut être hypocrite, mais à la base, le câlin, c'est pour montrer à quelqu'un que je te considère. Parce que certaines personnes refusent ce contact de câlin là. Si je ne t'aime pas, je ne te câline pas. Je sais du poignet. Poista. Okay. En fait, pour moi, ça m'arrive de faire des câlins. Et quand je fais ces câlins, c'est une façon pour moi d'exprimer la considération que j'ai pour des personnes à qui je fais ces câlins. Pour les montrer à quel point ils sont importants dans ma vie. Et maintenant, pour la famille, c'est pour montrer à la famille que oui, quels que soient les cas, quel que soit ce qui arrive, je sais d'abord que c'est mon sang. Je suis content d'être de ce sang-là. On ne choisit pas où on est. Mais on est là. Okay. Oui, bien sûr. On fait ça à la maison avec ma femme, surtout quand je rentre au travail ou au voyage. Pour moi, ça signifie l'amour, ça signifie le fait que j'ai lui a manqué, ils m'ont manqué et ils sont heureux de me voir, je suis heureux de te voir aussi. Je ressens l'amour, je ressens la joie et je ressens le fait que je suis avec les gens qui m'aiment et je suis avec les gens qui connaissent que moi aussi je les aime. C'est certainement ce qui reste aux Camerounais désormais. Parlons cette fois-ci de l'actualité hors de nos frontières. Nous sommes d'abord au Gabon, à Libreville. De ce côté, le Sénat et même l'Assemblée nationale ont adopté un nouveau code électoral visant ici à l'organisation de 3 nouveaux scrutins électoraux prévus pour le mois d'août 2025. Et puis aux États-Unis d'Amérique, on connaît l'actualité qui bat son plein de ce côté avec la prestation de serment de Donald Trump, 47e président de cet État. Le round-up à l'international ce soir porte la signature de cette voix féminine. Madeleine Gobandon. Au Gabon, les députés et les sénateurs ont adopté en des termes identiques le nouveau code électoral qui permettra d'organiser les 3 scrutins électoraux qui mettront fin à la transition en août prochain selon le chronogramme annoncé par les militaires au pouvoir. Le code permet désormais aux militaires et aux magistrats de briguer les suffrages universels à condition de se mettre en disponibilité avant de faire acte de candidature. Il augmente le nombre de sénateurs de 52 à 70 et la diaspora aura désormais droit à 2 députés. Au Nigeria, le bilan de l'explosion d'un camion-citerne survenu le week-end dernier s'élève à 98 morts après que 12 autres corps ont été extraits de l'épave lundi dernier. Le chef de l'agence régionale d'urgence a ajouté que 69 personnes recevaient des soins à l'hôpital. Le camion-citerne s'est renversé et a explosé samedi à Diko, dans l'état du Niger, à l'ouest du pays, tuant des personnes qui étaient allées chercher du carburant dans l'épave. Les victimes ont été enterrés dans une fosse commune dans un centre de santé de Diko au cours du week-end. L'accident de samedi est le plus meurtrier depuis un accident similaire survenu dans l'État de Digawa en octobre qui avait fait 147 morts. Et aux États-Unis, Donald Trump a été officiellement investi le 20 janvier, 47e président du pays. Il prend ses fonctions à un moment où les républicains prennent le contrôle absolu de Washington et s'engagent dans une refonte des institutions du pays. Donald Trump s'engage à se mettre rapidement au
travail après la cérémonie d'investiture avec des décrets déjà prêts à être signés sur le bureau ovale. Parmi ces priorités figurent le renforcement de la sécurité à la frontière, l'augmentation de l'exploitation des combustibles fossiles. De plus, Donald Trump va signer un décret ordonnant à son administration de reconnaître l'existence de seulement 2 genres. Cette fois-ci, de la découverte. Et dans notre traditionnelle randonnée, nous sommes tout droit en Antarctique de ce côté pour parler des chutes de sang, autrement appelées Bloodfall. C'est une moulée d'oxyde de fer constituée en tout cas dans les vallées sèches de MC Murdoch. C'est où exactement? Une interrogation visible qui nous amène à l'escale dans ce lieu étrange avec notre guide de ce soir, Mimi Rosebinda. Situées dans les vallées sèches de McMurdo, en Antarctique, les chutes de sang sont une coulée d'oxyde de fer en marge de glacier Taylor en terre Victoria. Ce dépôt rougeâtre est découvert par le géologue Thomas Griffiths Taylor en 1911, d'où l'origine du nom de la vallée. Par la moindre goutte de sang dans cette cascade sanglante, selon une étude de 2017 publiée dans le journal Glaciology, qui révélait l'origine de cette couleur singulière. La couleur rouge est due à des différentes choses comme la corrosion des fers microscopiques en grande quantité, mais également d'après les scientifiques chargés de réaliser des analyses des microscopiques éléments sous-glaciaires qui, additionnés à d'autres phénomènes, provoquent cette stupéfiante chute rouge. Au-delà de la simple résolution d'une énigme terrestre, cette découverte ouvre des perspectives passionnantes pour la planétologie et la recherche des vies extraterrestres. Un chercheur au département des sciences d'ingénierie des matériaux de l'université a eu l'idée d'utiliser des microscopes électroniques à transmission afin d'analyser les compositions de l'eau. Au cœur des échantillons trouvés, une multitude de nanosphères. Des nanoparticules plus petites qu'un globule rouge, ces nanosphères sont riches en fer et contiennent de nombreux éléments, en plus du fer, calcium, aluminium, sodium et silicium. En définitive, cette cascade sert de site captivante pour la recherche scientifique. Les bactéries présentes depuis des millénaires sous le glacier pourraient aider à chercher et comprendre des formes de vie sur d'autres planètes comme Mars. 20h tout pile, nous sommes à Nitoukou dans le département du Bamé-Noubou, région du centre Cameroun. Mesdames, Messieurs, c'est avec cette actualité que nous refermons cette session consacrée à l'information, le boulevard de l'information sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Le rendez-vous est prêt pour demain lorsqu'il sera très exactement 19h30. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bicard dans le cadre de cette vespirale Horizon Soir avec ses invités. Ne l'oubliez jamais, la connaissance reste et demeure le seul escalier qui vous conduira vers la richesse. Visiblement, il n'y a rien de spirituel dans la pauvreté. Bonne soirée à toutes et à tous et bonne suite de nos programmes.